Donc, bonsoir et merci pour cette invitation à parler avec vous du télétravail et des paradoxes du télétravail, hein. Donc, pour me présenter, j'ai une formation qui est pluridisciplinaire. En fait, j'ai un master en psychanalyse, un master en sciences sociales, et puis j'avais une activité de psy et je voyais beaucoup de salariés en épuisement professionnel, en burn-out. Et donc, j'ai voulu passer du côté de la prévention et je suis allé faire un master en management des équipes santé et qualité de vie au travail. C'était il y a 4 ans. Et donc, depuis, j'ai eu le diplôme donc il y a 3 ans et depuis, je fais de la prévention en entreprise sur les risques psychosociaux. Je fais des audits, etc. J'ai aussi un diplôme en alcoolologie, en criminologie et cette année, je fais un diplôme en droit du travail pour bien comprendre les interactions entre la santé au travail et puis les questions de droit du travail. Voilà. J'ai une activité de webinaire. Je fais régulièrement 2 ou 3 fois par mois des webinaires durant lesquels j'invite un invité qui vient parler d'un point précis de son domaine de compétences. Et après, donc, il y a 15 minutes d'exposé et après, il y a 40 minutes de réponse en direct aux questions des participants. J'ai eu 2 responsables de ressources humaines du Maroc qui ont fait des webinaires avec moi et que vous pouvez retrouver sur YouTube et d'autres au Québec, d'autres en Europe. Voilà. Donc, les résultats d'aujourd'hui, c'est d'abord une première enquête que j'ai menée à la fin du premier confinement en France, c'est-à-dire j'ai démarré l'enquête au mois d'avril et je l'ai clôturée au mois de mai. Et il y avait eu 2 mois de confinement, donc de télétravail pour les personnes qui ont été enquêtées. Donc, 3 pays francophones ont été enquêtés. Il y a eu 170 réponses à un questionnaire. Il y a eu une entreprise au Québec qui a proposé d'inscrire leur équipe dans l'enquête, 2 entreprises en France et une entreprise au Sénégal. Donc, il y a eu ces réponses-là, plus des réponses issues de personnes qui ont décidé de s'inscrire à l'étude et de participer. Il y a eu en moyenne 9 semaines de télétravail au moment du questionnaire. La moyenne d'âge était de 39 ans et il y a eu 78% de femmes à répondre contre 22% d'hommes. Et cette étude-là, on verra à la fin que je vais la mettre en perspective avec une deuxième étude que je viens de clôturer où il y a eu 205 participants et j'ai commencé à pouvoir identifier les éléments, à analyser les résultats, mais tout n'est pas encore analysé. Et donc, on verra à la fin la mise en perspective avec les deux. Alors, la tendance générale était que 73% des personnes interrogées se disaient satisfaites à très satisfaites du télétravail. Donc ça a vraiment remporté l'adhésion de tout le monde. Avant la pandémie, en France, on disait que le télétravail, c'était compliqué à mettre en place. Et en 3-4 jours, tout le monde dans le domaine tertiaire était quasiment en télétravail. Et finalement, ça s'est mis en place très, très vite. Il y a des paradoxes avec 3 axes chez ces 73% de personnes se disant satisfaites à très satisfaites du télétravail. Le premier paradoxe, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le deuxième paradoxe a trait au rapport au travail. Et le troisième, c'est sur la santé mentale et la santé physique. Alors, sur les paradoxes de la vie professionnelle et de la vie personnelle. En fait, 45% des télétravailleurs estimaient ne pas pouvoir profiter pleinement de leur vie de famille à cause des préoccupations liées au travail, en période de télétravail. Donc, il y avait cette difficulté de rompre avec le travail, de ranger leur ordinateur et de passer à la vie de famille tout en restant dans le même logement, peut-être même dans la même pièce. Ça fait qu'il y a une nécessité d'instaurer un espace qui est dédié au télétravail, un endroit où on va pouvoir faire le télétravail et puis qu'on va quitter après pour pouvoir faire sa vie normale à la maison. Il y a aussi la nécessité d'instaurer une transition symbolique entre l'activité professionnelle et la vie personnelle. En fait, quand on va au bureau, on passe du bureau à la maison, il y a un temps de trajet. Pendant ce temps de trajet, on pense à d'autres choses, on change d'endroit et ça permet de couper avec le travail et de faire une transition. Cette transition, elle n'existe plus quand on fait du télétravail parce qu'on est à la maison à la fois pour le travail et à la fois pour la vie personnelle et plus encore quand il y a un confinement et que les gens ne peuvent plus sortir. Donc, il faut quand même essayer d'instaurer une transition symbolique, ranger l'ordinateur dans une sacoche et le mettre quelque part et peut-être faire quelque chose, une routine, soit, je sais pas, sortir promener son chien, faire une marche à pied de 10 minutes, en tout cas, essayer d'instaurer quelque chose.
pour pouvoir faire une transition entre les deux activités. L'autre élément, c'est que 43% des personnes ne pouvaient remplir toutes leurs obligations personnelles à cause du télétravail. Ça veut dire qu'il y avait un débordement de l'activité du travail sur le temps de vie personnelle. Et là, il faut veiller à bien respecter les horaires et à ne pas déborder du temps de travail imparti. On ne verrait pas quelqu'un rester très très tard au bureau. Eh bien, il faut faire pareil à la maison. Il ne faut pas rester très tard sur son travail alors qu'on est censé être dans le temps de vie personnelle. 50% des personnes étaient toujours en train de penser au travail. C'est-à-dire que les personnes n'arrivaient pas mentalement à quitter leurs préoccupations professionnelles pour rentrer dans les préoccupations de la vie personnelle. Et à l'époque, lors du premier confinement, au moment où a été fait l'étude, ça se comprend aisément parce qu'en fait, on n'avait pas le droit de sortir. En France, on était confiné. Au Maroc, vous étiez confiné aussi, je crois, à ce moment-là aussi, dans de nombreux pays d'Europe et d'Afrique et d'Amérique, etc. Et donc, on n'avait plus d'activité de loisirs à l'extérieur. Et donc, le travail qui occupait toute la journée, eh bien, lui, restait très présent mentalement, avec une charge mentale lourde qui faisait que les personnes n'arrivaient pas à se détacher du travail. Or, malgré tout ça, 100% des personnes se disaient très satisfaites du télétravail. 100% des personnes qui ont ces difficultés-là étaient pourtant satisfaites à très satisfaites du télétravail. Ça, c'est le premier paradoxe. Dans le rapport au travail, 50% estimaient que le contact avec les collègues était nécessaire. Ça veut dire que 50% des personnes estimaient que ce n'était pas vraiment nécessaire. Mais pour la moitié d'entre elles, il fallait quand même essayer de maintenir, l'idéal dans le télétravail, c'est de maintenir au minimum une journée en présentiel, si possible le mercredi, pour que ça soit au milieu de la semaine, pour la semaine européenne. Sinon, il risque d'y avoir ce qu'on appelle des risques psychosociaux qui s'installent, qui sont liés à l'isolement ou aux modifications des relations sociales, puisqu'on ne voit plus les collègues suffisamment souvent. Il y avait une augmentation de 14% du sentiment de frustration dans le travail et les personnes n'arrivaient pas à faire tout ce qu'elles souhaitaient faire. Et donc, ça amenait un sentiment de mal-être dans ce rapport-là. Et donc, malgré le changement d'organisation, il faut essayer de faire que les tâches que l'on puisse faire en télétravail puissent quand même être satisfaisantes. Sinon, le risque, c'est une perte du sens du travail. Et ça, c'est à éviter également. On est dans les risques psychosociaux également. 62% des personnes estimaient ne pas pouvoir tout traiter. En fait, la charge du travail était la même en télétravail qu'en présentiel. Or, en télétravail, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus lentes à faire. Quand vous avez besoin d'échanger un avis avec un collègue et que vous êtes au bureau, il suffit soit, s'il est au bureau d'à côté, de lui parler, ça se fait tout de suite, soit de faire quelques mètres et vous pouvez lui parler. En télétravail, il faut envoyer un message, envoyer un mail, rédiger le mail, ce qui est beaucoup plus long que de parler, attendre que l'autre reçoive l'information, qu'il puisse traiter l'information et qu'il vous réponde. Et parfois, ça peut bloquer une prise de décision, ça peut bloquer une action à faire dans le travail. Donc, le télétravail ralentit la vitesse du travail malgré le fait qu'on ait des outils numériques qui, au contraire, vont très vite. Parce qu'entre les deux, il y a la disponibilité de notre interlocuteur. Et cette disponibilité-là, que vous ayez un ordinateur très puissant, très rapide, avec un réseau Internet très rapide, finalement, l'interlocuteur, lui, ça change rien à sa disponibilité. C'est en fonction des tâches qu'il est en train de faire. Donc attention à ne pas se rajouter trop de travail sur la journée et adapter la charge de travail en fonction du télétravail. Sinon, le risque, c'est de s'épuiser et d'arriver peut-être, pour certains cas, à un état de burn-out. 54% des personnes estimaient que le télétravail n'était pas adapté à leur emploi. Voilà. Et donc ça, c'est important à prendre en compte parce que, en fait, il y a des tâches qui sont très bien à distance et puis d'autres qui ne le sont pas parce qu'on a besoin d'autres documents, parce qu'on a besoin de concertation. Et donc, dans le cadre d'un télétravail réussi, il faut pouvoir faire en télétravail des tâches qui sont très pratiques en télétravail, mais pas des tâches qui nécessitent beaucoup d'interaction avec les autres. Le risque, c'est la perte du sens au travail. Sur la santé physique,
Donc, parmi toujours les 73% de toutes les personnes enquêtées qui disaient satisfaites à très satisfaites du télétravail, donc ces 73%-là, parmi elles, eh bien, on relève une diminution du temps de sommeil. Elles ont diminué leur temps de sommeil d'environ 1 heure par nuit, ce qui, pour information, quand on perd 1 heure de sommeil par nuit, ça paraît pas beaucoup, mais cumulé sur une semaine, ça correspond à une nuit blanche, ça correspond à 7 heures. Donc il y a un déficit de sommeil. Il y avait moins de temps de transport parce qu'on était en télétravail. On pense qu'on aurait pu avoir plus de temps à la maison et en fait, il y avait moins de temps de sommeil, plus de temps de travail. Ça, c'est un autre paradoxe. Le sommeil de mauvaise qualité, lui aussi, a augmenté de 9% durant cette période-là. Et les difficultés à rester éveillé en journée ont également augmenté de 6%. Donc on voit bien que dans ce cadre de télétravail au premier confinement, au mois de mars, avril, mai 2020, eh bien l'organisation du télétravail n'était pas encore au top, c'était une découverte pour beaucoup, et donc l'organisation n'était pas, à la fois personnelle et professionnelle, n'était pas suffisamment bonne pour pouvoir veiller à préserver la santé. Sur la santé physique, en dehors du sommeil, on a l'arrivée de troubles musculo-squelettiques. Les TMS se sont développés de façon importante, avec des douleurs de cervicales pour 22% des personnes, des douleurs en haut du haut pour 26 personnes, des douleurs en bas du dos pour 36% des personnes, et puis des douleurs à l'épaule pour 19% et au poignet pour 11%, qui étaient principalement dues aux mauvaises postures qu'elles avaient à la maison parce qu'elles n'avaient pas un bureau adapté, qu'elles n'avaient pas forcément les bons ordinateurs, les écrans à la bonne hauteur, la chaise bien réglée par rapport à la chaise, à la table, puisqu'elles travaillaient à la maison et qu'elles étaient installées à partir du mobilier de la maison et non du mobilier de bureau. Donc, 100% des personnes qui se disent satisfaites à très satisfaites du télétravail ont des problèmes de sommeil, ont des problèmes musculo-squelettiques qui se développent. Alors, sur la santé mentale, eh bien, sur d'abord la consommation de produits, pour le premier confinement, et on verra après que c'est très différent un an après, mais au moment du premier confinement, au printemps 2020, 58% des personnes ont augmenté leur consommation de thé. Alors le thé est un excitant. La théine est un excitant qui permet d'être plus attentif et plus éveillé. 55% des personnes ont augmenté leur consommation de café, qui est également un excitant, et 68% des personnes ont augmenté leur consommation de tabac, qui est également un excitant. Les trois produits, thé, café, tabac, la théine, la caféine et la nicotine, en fait, agissent sur le cerveau sur la dopamine. Et la dopamine, dans notre cerveau, elle active le circuit de l'attention et de la concentration. Elle active aussi le circuit de la récompense, du plaisir, et le circuit de la motivation. Donc, en fait, ces personnes-là, elles se sont dopées pour pouvoir travailler. C'est du dopage doux avec du thé, du café, du tabac, mais ça reste quand même des consommations qui sont stimulantes, psychostimulantes. À côté de ça, on a vu en France une augmentation de la consommation d'alcool. 67% des personnes qui se disaient satisfaites à très satisfaites du télétravail, eh bien, ont augmenté leur consommation d'alcool, ce qui est beaucoup, parce que l'alcool a un effet sédatif qui fait dormir et un effet anxiolytique. Et donc, dans la journée, il y avait une consommation de stimulants avec le thé, le café et le tabac. Et en fin de journée, il y avait une consommation d'alcool qui, elle, visait à ralentir, à calmer et à apaiser. Donc, augmentation des addictions dans cette première phase de télétravail. Donc, attention, parce que ce sont évidemment des facteurs de risque importants du point de vue des addictions, mais aussi des maladies cardiovasculaires. Et puis, ce sont aussi des facteurs de stress importants. Donc, malgré le sentiment d'être satisfait, très satisfait du télétravail, on voit que le paradoxe est que la santé se dégrade, le sommeil se dégrade, l'articulation vie personnelle, vie professionnelle se dégrade, et les personnes n'en ont pas conscience, elles n'ont pas ce sentiment-là.
Sur la santé mentale, 31% des personnes satisfaites ou très satisfaites du télétravail n'avaient pas d'effet particulier. 22 se sentaient mieux qu'avant. Effectivement, il y a des personnes qui ont trouvé un avantage à ne plus aller travailler au bureau, dans des open space ou dans des bureaux un peu grands, ou à avoir moins d'interactions sociales. En revanche, 57% des personnes enquêtées se sentaient moins bien chez les personnes satisfaites à très satisfaites du télétravail. 30% étaient davantage anxieuses et 27% se sentaient déprimés. Voilà. Donc un effet plutôt négatif sur la santé mentale lors de cette première phase d'étude. Il y a un mois, j'ai démarré une deuxième phase d'étude sur le télétravail et ses effets sur la santé. Et là, on a des données qui sont un peu différentes. Après un an de télétravail, on a 44% des personnes qui ont une pièce dédiée au télétravail chez elles. De plus en plus en France, on voit des gens qui habitaient les grandes villes comme Paris, comme Lyon, etc., qui quittent les centres-villes avec des petits logements pour des villes de province ou à la campagne avec de plus grands logements. 74% des personnes aujourd'hui, avec un an de télétravail, estiment que le télétravail est bien adapté à leur emploi. 23% estiment qu'il est peu adapté à leur emploi et 1,5% estiment qu'il n'est pas du tout adapté à leur emploi. Donc c'est vraiment très minoritaire le nombre de personnes dans cette enquête-là qui indiquent que le télétravail n'est pas adapté à leur emploi. Si on regarde le manque de contact avec les collègues, en bleu, vous avez à gauche en bleu les résultats, le pourcentage de personnes qui souffraient du manque de contact avec les collègues lors du premier confinement, et en orange, les personnes qui en souffrent aujourd'hui. Il y a un an, il y avait 19% des personnes qui disaient ne pas souffrir du manque de contact avec les collègues. Ce pourcentage est passé de 19 à 13%. Donc il y a moins de personnes à estimer ne pas souffrir du manque de contact. Il y a un an, 34% des personnes souffraient un peu du manque de contact et aujourd'hui, il n'y a que 27% qui en souffrent un peu. 25% disaient en souffrir moyennement et aujourd'hui on est à 22%, donc il y a à peu près une stabilité. En revanche, les personnes qui en souffraient beaucoup du manque de contact avec les collègues, il y a un an, étaient seulement 21% et aujourd'hui elles sont 37%. Il y a vraiment une forte augmentation, presque du simple au double, du nombre de personnes qui souffrent du manque de contact avec les collègues pendant le télétravail. D'où l'importance vraiment à instaurer quelques jours de travail au bureau, en présentiel, sur la semaine de télétravail. Il ne faut pas faire un télétravail à 100%. Un an après, on a des douleurs de poignet qui sont à 14,6%, le coude à 6%, l'épaule à 23%, les cervicales, on est à 42%. On a fortement, vraiment, on a doublé le nombre de personnes qui ont des douleurs de cervicales. Les douleurs du haut du dos ont également fortement progressé, tout comme celles du bas du dos. Et donc, le fait d'être en télétravail souvent réduit la quantité d'activité physique et il faut penser à varier les positions. C'est très important pour éviter toutes ces douleurs-là. C'est toute la question de l'ergonomie au travail. Il faut vraiment régulièrement varier les positions. Un an après, donc seulement 5% des personnes se disent non satisfaites, 22% se disent satisfaites un peu du télétravail, et on arrive encore à 72,7% de personnes satisfaites à très satisfaites du télétravail, ce qui est le même pourcentage qu'il y a un an. Sur l'arrêt maladie, j'ai également questionné cette partie-là. Aujourd'hui, avec un an de télétravail, en fait, on voit un nombre d'augmentation des arrêts maladie pour fatigue de 7,8%, ce qui est assez faible. L'augmentation des arrêts maladie pour des problèmes avec des collègues est seulement de 2%, et celui pour des problèmes avec la hiérarchie est presque à 7%. Donc, ça a assez peu, ça a moins de 10% d'impact sur les problèmes de santé au travail qui génèrent des arrêts maladie. Sur la consommation des produits,
on a la comparaison entre les deux périodes, aujourd'hui et il y a un an. Donc aujourd'hui, 32% des personnes ont augmenté leur consommation de thé contre 58% il y a un an. 43% des personnes aujourd'hui ont augmenté leur consommation de café contre 55% il y a un an. Le tabac a fortement baissé. Seulement 14% des personnes ont augmenté leur consommation de tabac contre 68% il y a un an. Et l'alcool a également fortement baissé avec 31% de personnes qui ont augmenté leur consommation d'alcool aujourd'hui contre 67% il y a un an. Et la consommation de somnifères a augmenté de 5% en un an. Donc là aussi, les problèmes de sommeil sont moins forts qu'au début du premier confinement. Alors la conclusion à ça, c'est que le télétravail était un moyen d'exercer son travail, un peu comme on choisirait un outil ou un autre outil. C'est un moyen de faire, mais aucun outil ne garantit la qualité du travail fait, ni la qualité de vie au travail. Et donc, c'est son bon usage de l'outil qui en fait sa pertinence. C'est en utilisant bien un outil comme le télétravail, avec une quantité de jours de télétravail adaptés aux personnes, avec un aménagement du poste de travail à la maison, qui va en faire un outil qui sera pertinent pour les équipes. Voilà. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Vous pouvez rallumer vos micros si vous voulez. Bonsoir, monsieur. Ben, tout d'abord, je vous remercie pleinement pour cette très intéressante présentation. Vous avez déjà répondu à une grande partie de nos questions à travers cette présentation. Par contre, j'ai quelques petites ambiguïtés à Allez-y. propos de résultats. Donc, dans la première enquête, comment peut-on expliquer la différence entre la satisfaction et l'augmentation de divers paradoxes, aspects mentaux, physiques? En fait, c'est ça. Il y a plusieurs paradoxes qui se sont dégagés pendant ces études. C'est que d'un côté, les gens sur l'échantillon de personnes enquêtées, 73% se disaient satisfaites à très satisfaites du télétravail. Et en même temps, on a les indicateurs de santé qui baissent. Alors, la santé physique avec le sommeil, la santé physique avec les troubles musculo-squelettiques qui augmentent, la santé, on pourrait dire, mentale qui baisse aussi avec un peu plus de déprime, etc. Les consommations de stimulants qui augmentent, consommation d'alcool qui augmente, les addictions qui se développent, et pourtant, elle se dit satisfaite à très satisfaite. Donc là, il y a un paradoxe dont j'ai pas l'explication. L'hypothèse que je fais, c'est que en fait, elles n'en avaient pas conscience. C'est-à-dire que elles étaient dans un système de fonctionnement qui était nouveau, avec en quelque sorte, d'un côté, un peu la satisfaction d'être en télétravail. De l'autre côté, il y avait les craintes liées à la pandémie qui démarrait, ce virus du Covid qu'on ne connaissait pas bien du tout, avec des peurs de contamination. Et finalement, peut-être un sentiment de sécurité en restant à la maison, malgré des paradoxes sur l'articulation vie personnelle, vie professionnelle qui se dégrade et tous les indicateurs de santé. Ça, c'est vraiment le paradoxe. De ça, en fait, il y a sur la question du télétravail, le télétravail donne une plus grande liberté, puisque en travaillant à la maison, on peut ne pas respecter les horaires du bureau et on peut prendre un peu de temps en début d'après-midi, par exemple. Il y avait plein de télétravailleurs qui avaient des enfants jeunes à la maison et ils s'occupaient des enfants l'après-midi et ils travaillaient le soir. Donc le télétravail donne un sentiment de liberté parce qu'on peut s'organiser différemment. Le problème, c'est que c'est une liberté qui aliène parce que quand on fait ça, en fait, on étend le temps de travail, non pas sur 8 heures, 9 heures ou 7 heures de la journée, mais sur toute la journée, du matin tôt au soir tard, et probablement le samedi et puis le dimanche pour ce qui est de l'Europe. Et il y a donc un paradoxe qui est que le télétravail donne un sentiment de liberté et en même temps c'est une liberté qui aliène. Il y a un sentiment de bien-être en télétravail et en même temps on augmente les consommations d'addiction, le sommeil se dégrade et les douleurs musculo-squelettiques se développent. C'est vraiment étonnant, hein. Je suis d'accord avec vous. Ouais.
Monsieur, pardon, j'ai seulement une autre question. Oui, La diminution de la consommation des tabacs, de l'alcool après un an, a-t-elle une oui. relation avec le télétravail ou pas? Alors, j'ai pas encore pu mener d'entretien avec les personnes qui ont complété ce questionnaire et je vais démarrer ça, je pense, la semaine prochaine, les entretiens. Euh, dans la première phase du télétravail, il y a un an, on était dans un état de stress et à cause de la contamination, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Le stress a baissé aujourd'hui. On respecte les mesures de prévention, les gestes barrières, etc. Mais les gens sont moins stressés par le virus parce qu'on a appris à le connaître. Euh, quand on regarde dans les supermarchés en France, euh, finalement, les caissières dans les supermarchés manipulent des milliers d'articles tous les jours, touchés par des centaines de personnes, et elles n'ont pas de gants. Et elles se lavent pas les mains, elles se désinfectent pas les mains après chaque client. Et il n'y a pas d'épidémie, à ma connaissance, de Covid chez les caissières dans les supermarchés. Donc, on a appris quels étaient les lieux de forte contamination, les moyens de faible contamination. Les gens se sont adaptés, le niveau de stress a baissé. Par contre, ce qu'on voit en France, c'est que le niveau de stress par rapport au Covid a baissé, mais avec les confinements, on a un couvre-feu également. Les activités de loisirs sont fermées. Hein. Il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de cinéma. Tout ça c'est fermé. Ça rouvre très prochainement, là, cette semaine en France. Eh bien, les gens n'ont plus d'activités de loisirs et ils passent le temps entre la maison et des fois le bureau, mais entre la maison et la maison et les gens dépriment. Voilà. Et on voit une baisse, effectivement, générale, à la fois chez les adolescents qui n'ont plus leurs activités sportives comme avant, chez les jeunes adultes qui n'ont plus leurs sorties avec les amis, et chez les adultes, il y a une baisse du moral. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. Je Bonsoir. vous remercie d'abord pour votre disponibilité et votre présentation. C'était vraiment intéressant. Alors, ma question, moi, c'est si aujourd'hui on vous pose la question, est-ce que le télétravail est un bon outil face à la pandémie? Quelle serait votre réponse suite à toutes vos études et votre recherche? Alors oui, c'est un bon outil face à la pandémie parce que ça réduit les contacts et évidemment c'est par les contacts qu'on se contamine. Le port du masque est essentiel. Euh, les études semblent montrer en France que les contaminations au travail ont plutôt lieu quand les gens sont en train de manger, pendant les repas, c'est-à-dire quand on enlève le masque, et pas quand on est dans un bureau en train de travailler avec un masque. Le télétravail, lui, permet de réduire ces expositions-là au risque de contamination virale. Donc, de ce côté-là, oui, c'est un bon outil. Il resterait peut-être à le rendre un peu plus hybride, le modifier, de manière à ce qu'il puisse y avoir du travail en présentiel aussi, sans exposer les salariés au risque de contamination. Donc, peut-être en aménageant le temps des repas. Il y a des établissements scolaires, par exemple, en France, où chaque élève qui mange est entouré de plexiglas. Donc, il est dans une sorte de cabine, il y a du plexi à côté et devant, et il n'y a pas de circulation d'air entre les élèves. Et dans ces établissements-là, le nombre de cas de Covid est extrêmement faible. Et donc, on voit bien que le fait d'isoler comme ça et d'éviter de contaminer par voie aérienne, par le souffle, est quelque chose qui permet de baisser les risques. Donc, un télétravail peut être utile pour réduire le risque de contamination, oui. Le problème, c'est qu'il génère d'autres risques et d'autres dommages. Et donc, d'un côté, on réduit le risque de contamination virale et de l'autre côté, on augmente les troubles musculo-squelettiques, on augmente les troubles de santé mentale et les problèmes personnels. Donc, il faut trouver l'équilibre. Pas simple. Bon. Bonjour monsieur, merci pour votre présentation aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas pu assister aux résultats de la deuxième étude et la comparaison entre les deux études. On l'espère bien dans le futur. Oui. Donc, j'ai une question par rapport à la petite conférence et une deuxième question.
Pour Oui. la première question liée au paradoxe du rapport de travail, est-ce que vous ne voyez pas que le ralentissement de la vitesse de travail est lié essentiellement à la nature de travail? Par exemple, il y a des métiers qui ne nécessitent pas le contact ou bien la communication permanente entre les autres employés, notamment le développement informatique. Par exemple, la personne reçoit une certaine tâche et il est censé l'accomplir et finalement la déposer. Par contre, il y a d'autres métiers comme par exemple le management ou bien le RH, ils sont toujours obligés de rester en communication permanente avec les autres employés. Alors, oui et non. Je dirais oui et non comme ça. Oui, parce qu'effectivement, il y a des tâches qui nécessitent d'être en relation avec les autres et des tâches qui se font tout seuls. Et sur les tâches qui se font tout seuls, il n'y a pas de ralentissement. Ça, je suis d'accord. Cependant, le problème du télétravail à 100%, c'est que toutes les tâches sont en télétravail et il n'y a pas de sélection. Et donc, les gens en télétravail ne font pas que les tâches qui se font tout seuls, ils font les tâches qui se font tout seuls plus les tâches qui nécessitent des relations avec les autres. Et actuellement, je fais de la formation dans un grand groupe sur les risques psychosociaux. Et ce sont des ingénieurs informaticiens. Ils développent des applications pour des entreprises. Oui. Le temps de travail est ralenti chez eux aussi. Parce que, en fait, ils sont effectivement dans le développement, mais ils sont une équipe de 15, par exemple, ingénieurs, en train de travailler sur une application, et ils ont besoin de données entre les uns et les autres. Et donc, ils ont quand même besoin d'un minimum de contact. Et ça ralentit. Et s'il y en a un qui est ralenti, en fait, les autres sont pas forcément informés, alors que quand on est en présentiel, la communication est beaucoup plus rapide. Oui. Donc, je dirais oui, effectivement, le ralentissement du travail, de la vitesse de travail, est dû aux interactions sociales. Quand on fait un travail qui n'en nécessite pas, on peut aller aussi vite. Je suis d'accord. À condition en plus que votre système de connexion Internet, si vous avez besoin du réseau, fonctionne bien, qu'il n'y ait pas toute la famille à la maison sur Internet en même temps, sinon la connexion pose problème. Voilà, il y a d'autres facteurs. En France, on a dans ces équipes d'ingénieurs, on a des gens qui habitent la campagne avec un réseau très mal desservi, une connexion très mauvaise. Or, ils ont 2 enfants aussi en téléenseignement parce que les écoles ou les lycées sont fermés. Tout le monde utilise Internet. Finalement, Internet marche très mal. Donc, vous voyez, il y a d'autres facteurs qui interviennent. C'est complexe. Sur la question des tâches, je suis d'accord avec vous. Mais à côté, il y a d'autres éléments qui dépendent pas du travailleur, mais de la couverture Internet, qui peuvent dépendre pour certaines tâches des autres. Et en parlant du ralentissement, ceci Oui. implique en quelque sorte la productivité des télétravailleurs. Mm. Donc, à votre avis, quel effet du télétravail sur la productivité? Bah, c'est variable. C'est variable parce qu'il y a effectivement des métiers où il y a peu d'interaction avec les autres et la productivité augmente parce que ils ne sont plus sans arrêt dérangés justement par les autres, parce qu'ils peuvent se consacrer à leur travail et il y a une concentration qui est maximale. Ils sont par exemple plus dans un open space qui était une difficulté de concentration. Donc il y a des métiers où la productivité est nettement meilleure, effectivement. Et puis il y a des métiers où elle est ralentie. C'est vraiment en demi-teinte. Il y a et du pour et du contre, d'où la nécessité de construire un télétravail vraiment adapté à chaque type de poste, chaque type de fonction, et on pourrait presque dire à chaque personne, c'est-à-dire si vous mettez en télétravail un salarié qui a une très mauvaise connexion Internet chez lui, vous n'allez générer que des difficultés. Mais si vous mettez en télétravail un salarié qui a une excellente connexion Internet et qui a la disponibilité à la maison parce que il n'y a pas 5 ordinateurs connectés sur Internet et que ça marche bien, ça sera très productif. En revanche, celui qui a une très mauvaise connexion Internet, peut-être que lui, faudrait le faire revenir au bureau. Parce qu'au bureau, il y aura moins de monde. Donc les risques de contamination sont beaucoup plus faibles. Et lui sera peut-être beaucoup plus efficace et productif à ce moment-là au bureau. C'est vraiment à adapter. Oui, oui, effectivement. Et si je ne me trompe pas, la productivité est liée à plusieurs facteurs, notamment la santé mentale, physique, etc. Bien sûr, Oui. bien entendu. Donc, la productivité ne dépend pas uniquement des outils que l'on donne aux travailleurs pour travailler.
Ça dépend effectivement de l'état psychique de la personne, de sa santé physique. Si la personne a tout le temps mal au dos parce que son siège n'est pas adapté, la hauteur de la table n'est pas adaptée, eh bien cette personne va penser davantage à son mal de dos qu'à son travail, ou elle va se lever, faire beaucoup plus de pauses pour marcher, pour s'étirer, pour se détendre, que si elle avait du mobilier de bureau qui était adapté. Une toute dernière question. Est-ce Oui. que vous ne voyez pas donc, que dites-vous si, par exemple, on adopte le télétravail en permanence? Est-ce que c'est une très bonne solution? Bien, par exemple, lorsqu'on parle de travail, on parle directement du mode du télétravail. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Un télétravail à 100%, Oui, hors le contexte pandémique. en dehors du contexte pandémique. Oui. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui avec 1 an de télétravail, actuellement, je fais des interventions dans une grande entreprise, il y a 700 informaticiens en télétravail. Quand les équipes sont déjà constituées, ils se connaissent et ils ont une fluidité de communication. Ils savent comment sont les personnes, comment elles réagissent, etc. On perd en qualité par le télétravail parce qu'ils ne se voient plus et les liens se défont. Quand on constitue une nouvelle équipe ou quand on intègre quelqu'un qui est en télétravail, il est très difficile de créer des liens avec les autres. D'abord parce que dans ces situations, beaucoup de télétravailleurs n'utilisent pas leur caméra et donc ils ne se voient pas. Et puis, il n'y a pas tous ces moments d'échange informels. Vous savez, quand on va à la machine à café ou qu'on va prendre un thé, on va discuter avec le collègue, on va parler de choses personnelles, on va parler, je sais pas, aussi de sport, de culture, de musique, et ça crée des liens. Et ça, c'est important. C'est très, très important, ça. Quand on fait que du télétravail et qu'on constitue une équipe qu'avec du télétravail, on n'a plus ça. Et donc, on perd vraiment en qualité, en fédération des équipes, on perd. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et donc, il faut éviter ça. Il faut faire un télétravail mixte, du télétravail et du présentiel. Moi, je dirais au moins 2 jours ou 3 jours de présence au bureau. Peut-être mettre le télétravail au moment à côté des week-ends, avant et après, et de manière à prolonger le week-end, non pas ne rien faire, mais être chez soi un peu plus longtemps, et puis venir au bureau en milieu de semaine, de manière à couper le télétravail. Mais il est important de maintenir les contacts sociaux. On n'est pas juste des ordinateurs à travailler. On est des hommes, des femmes, on a besoin de relations. C'est évident. Et monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pensez pas que le télétravail pourrait causer des inégalités entre ceux qui ont la possibilité de télétravailler et ceux qui ne l'ont pas? Ou bien des inégalités aussi concernant les femmes et les hommes. Par exemple, les femmes, si elles sont mamans, du coup, le télétravail, c'est plus difficile que pour un homme. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez entièrement raison. Alors, les inégalités, on peut les voir avec l'espace de travail. Est-ce que chez moi, j'ai un espace qui me permet de faire du télétravail? Est-ce que j'ai une pièce isolée des autres personnes pour pouvoir me concentrer et télétravailler? Ça, c'est la première chose. Et là, il y a une inégalité, évidemment. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une pièce pour le télétravail. Ça, c'est une évidence, notamment dans les grandes villes. En tout cas, en France, dans les grandes villes, il y a des gens qui vivent à 4 dans des petits appartements et il n'y a pas de pièce pour le télétravail. Donc ça, c'est une inégalité comparée à ceux qui habitent une grande maison et qui ont une pièce pour. Il y a la connexion à Internet pour le télétravail. Il y a des inégalités. Il y a des gens qui ont des très bonnes connexions. Le travail va être fluide. S'il y a des vidéos à charger, ça va charger vite, rapidement. D'autres, ils n'ont pas ça. Ça va être beaucoup plus long à charger. Peut-être que ça va planter, qu'il va falloir relancer le système. En ce qui concerne les femmes et la double journée, entre la journée de travail et la journée de maman, eh bien, évidemment, là aussi, il y a une inégalité parce qu'elles vont devoir gérer les enfants sur leur temps de travail, alors que si elles étaient au bureau, elles n'auraient pas à gérer les enfants. Et donc là aussi, ça augmente les inégalités, effectivement. Pendant le premier confinement, on a vu et le deuxième aussi, pas le deuxième confinement en France, mais entre le premier et le troisième confinement, on a vu des parents qui s'occupaient des enfants en âge d'aller à l'école, qui s'occupaient des cours des enfants dans l'après-midi et qui, eux, travaillaient le soir quand les enfants étaient couchés, de 20h30, 21h à 11h, minuit, et qui redémarraient le lendemain très tôt, à 6h du matin, avant que les enfants se lèvent pour pouvoir travailler. Et donc, les gens qui ont des enfants en bas âge dont ils doivent s'occuper ont une inégalité
de traitement qui est nettement défavorable comparé à la personne célibataire ou au couple sans enfant qui, eux, peuvent faire leur travail sur le temps de travail normal. Bien entendu que ça va creuser. D'où la nécessité d'adapter le télétravail à chaque salarié en fonction de sa situation, de son contexte, et pas de faire un télétravail identique pour tout le monde. Merci, monsieur. Monsieur, Alors, monsieur, je voudrais tout d'abord vous remercier beaucoup pour la présentation qui Et je était vous en très prie. bien, très bien. J'ai beaucoup aimé l'usage du mot paradoxe parce que ça représente vraiment le caractère du télétravail, qui est une question, bien un sujet très paradoxal, comme très bien explicité dans votre présentation. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le télétravail, d'après toutes les données que vous avez retrouvées, ces données paradoxales que vous avez retrouvées, est-ce que il penche vers un futur prometteur pour le télétravail ou bien le contraire? Est-ce que d'ici, après le contexte Covid, est-ce que vous pensez que le télétravail sera encore plus répandu qu'avant, aura la même réputation ou bien sera moins répandu qu'avant? Alors, les premières tendances que je vois se dégager en France, c'est que le télétravail va se généraliser pour le secteur du tertiaire, qui le permet facilement. Il y a des entreprises qui sont déjà en train de réduire le nombre de bureaux, de locaux qui le louaient, pour mettre plus de personnes en télétravail et faire tourner les équipes sur les bureaux. Donc là, il y a une logique économique pour certaines entreprises qui va les pousser à généraliser le télétravail, pas à 100%, parce qu'elle voit aussi qu'il y a des problèmes avec le télétravail à 100%, mais qui va le généraliser. Le problème, si vous voulez, c'est que le télétravail est un moyen d'exercer son travail. Or, cet outil, ce moyen, il va donner ce qu'on en fait. Vous savez, c'est comme quand vous avez mal à la tête. Vous prenez un antalgique. Si vous prenez un comprimé de paracétamol, vous n'avez plus mal à la tête. Si vous mangez tout le tube, vous risquez de mourir parce que c'est dangereux pour le foie. Toute la question va être l'usage qu'on va en faire. Est-ce qu'on va en faire un usage raisonné, adapté à l'humain, ou est-ce qu'on va en faire un usage déraisonné, qui ne sera pas adapté à l'humain, et auquel cas on va mettre nos salariés, nos équipes en souffrance. Donc ça, c'est le monde de demain. C'est à nous de construire ça. Et c'est pas le télétravail qui va le faire, c'est nous. Nous sommes responsables de ce que nous allons en faire. Merci beaucoup, monsieur. monsieur, ma question est la suivante. Y a-t-il une discrimination entre les employés au sein d'une même entreprise, entre ceux qui choisissent le télétravail et ceux qui choisissent de travailler au niveau des bureaux? Enfin, si on a cette option. Je pense que ça existe, cette option. Alors, actuellement, en France, avec la pandémie, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que c'est le télétravail qui est majoritaire. C'est ce que la ministre a demandé. Le ministre du Travail a demandé ça. En revanche, sur avis médical, sur recommandation vraiment d'un spécialiste, le télétravailleur peut aller au bureau travailler si c'est mieux pour lui. D'accord? Donc ça, c'est possible. Donc il y a besoin de faire du cas par cas encore. Donc la question de l'égalité entre les salariés qui vont au bureau et ceux qui sont en télétravail, je pense pas qu'il y ait de discrimination négative qui se fasse envers ceux, par exemple, qui seraient au bureau ou envers ceux qui seraient en télétravail. Je pense pas qu'il y en ait. À ma connaissance aujourd'hui, j'ai pas eu de cas de discrimination sur ça. J'espère qu'il n'y en aura pas. J'espère que ça va pas venir. Il n'y a pas de lieu que ça vienne. Il peut y avoir, il peut y avoir des jalousies entre par exemple dans une usine, des gens qui sont en production, qui ne peuvent pas télétravailler évidemment, et puis ceux qui sont à la comptabilité ou qui sont sur d'autres postes et qui eux peuvent être en télétravail. Donc sur ça, il peut y avoir un sentiment d'inégalité, un sentiment de jalousie, bien évidemment, un sentiment de prendre plus de risques en allant travailler à l'usine qu'en étant chez soi à faire son travail, évidemment. Mais c'est pas une discrimination qui est à l'origine de l'employeur. Je n'ai pas vu ça à l'origine de l'employeur. Alors, monsieur, dans ce sens-là, est-ce que vous pensez que l'un des critères dans le futur, si le télétravail sera plus répandu qu'aujourd'hui, est-ce que dans le futur, ce sera un critère, le fait de
de poursuivre ses études et de trouver un travail où l'on pourrait en effet avoir l'option de télétravailler. Est-ce que ce sera un critère pour les jeunes Oui, étudiants? oui, il y a différents secteurs d'activité où ça va devenir quelque chose qui sera naturel, qui sera une norme, qu'il y ait du télétravail. Mais là encore, il ne faut pas que ça soit du télétravail à 100%. Il faut que ça soit un mélange de télétravail et de travail en présentiel. Hein. C'est cet équilibre-là. Or, cet équilibre, il est différent pour chacun. Hein. On a tous plus ou moins besoin d'interaction sociale. On a tous des postes, des missions qui s'adaptent plus ou moins au télétravail. On parlait tout à l'heure de la productivité. Est-ce qu'on est plus productif quand on est tout seul à travailler? Mais oui, pour certaines tâches, et non pour d'autres tâches. Donc, il faudra faire ces tâches-là plutôt en présentiel pour être plus productif avec les autres, et certaines autres à la maison pour être plus productif, et dans un équilibre sur le nombre de jours à la maison et au bureau. Et les prochaines générations, vous, hein, qui allez arriver sur le marché du travail dans quelques petites années, en fait, très probablement que les offres d'emploi que vous aurez seront déjà avec du télétravail, qui sera inclus. Et aujourd'hui, on a déjà ça. On voit déjà des offres d'emploi en France qui mentionnent déjà télétravail partiel. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, en se basant sur vos recherches et vos études, quelle est la catégorie que vous trouvez a été le plus affectée par les impacts négatifs du télétravail, que ce soit sur le côté psychologique ou physique? Est-ce que c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est quelle catégorie? Alors, c'est complexe parce que en fait, les facteurs euh, d'impact négatif sont différents. Quand vous prenez un jeune couple sans enfants, finalement, ils ont été peu impactés par le travail à la maison. Si vous prenez le même jeune couple et qu'ils ont deux enfants de 5 et 7 ans, ils ont été très impactés. Donc, il y a des facteurs comme ça qui sont personnels, qui va modifier les choses. Donc, c'est difficile. Ce qu'on a pu remarquer globalement, c'est que les femmes, eh bien, étaient plus sollicitées que les hommes, et donc elles étaient plus exposées à un risque d'épuisement, effectivement. Les gens avec enfants étaient plus exposés que les gens sans enfants. Les personnes avec un petit logement étaient plus exposées que les personnes avec un grand logement. Vous voyez, il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir. Et alors, en plus, on peut cumuler les facteurs. C'est-à-dire, on peut être un jeune couple avec des jeunes enfants dans un petit logement. Et c'est bien pire qu'un vieux couple dans un grand logement avec des grands enfants. Vous voyez? Donc, c'est difficile de dire qui a été le plus impacté. Par contre, on sait ce qui impacte le plus. Ce qui impacte le plus, ce sont des petits logements où il y a beaucoup de personnes. Même s'il y a peu de personnes, finalement, un petit logement reste quelque chose qui impacte plus. C'est le fait de devoir gérer et l'école des enfants et notre travail. Ça impacte le plus, évidemment. Et en ce qui concerne l'organisation des entreprises et leur évolution, est-ce Oui. que le télétravail a vraiment impacté l'évolution des entreprises ou bien euh, le télétravail n'était pas en fait la cause? Par exemple, la pandémie ou autre étaient les causes directes. Alors, la pandémie est la cause du télétravail massif qu'on a connu là. Ce télétravail, il va rester. On va pas. Imaginons que le virus disparaisse la semaine prochaine. Le télétravail ne va pas disparaître la semaine prochaine. Il va rester. Donc, dans toute situation de crise, on met en place des nouvelles mesures. La technologie évolue pour faire face et ça reste. C'est comme ça que l'histoire de l'humanité a progressé. Donc, le télétravail va rester. Est-ce que c'est la pandémie qui a augmenté éventuellement la productivité ou le télétravail? La pandémie a obligé le télétravail qui lui-même, dans certains cas, augmente la productivité, dans d'autres, vient la ralentir. Donc tout ça, c'est vraiment à tempérer. Il est difficile de faire des généralités parce que en fait, si vous avez une entreprise de 30 salariés et que vous avez vraiment besoin de beaucoup d'interactions sociales pour travailler, si vous êtes en télétravail, vous allez être pénalisé. Si vous avez une entreprise de 30 salariés et que chacun travaille sur son projet tout seul quasiment
Si vous êtes en télétravail, vous n'allez pas être pénalisé. Donc, c'est plutôt du cas par cas, entreprise par entreprise. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Et parlant de productivité, comment peut-on mesurer la productivité? C'est bon pour moi. La productivité, en fonction des entreprises, si vous voulez, il y a le fait de vendre plus de services à des clients. Il y a, j'entendais tout à l'heure, écoutez, l'entreprise japonaise qui, vous allez voir, l'entreprise japonaise qui fait les dérailleurs pour les vélos. Eh bien, ils ont augmenté leur productivité parce que plein de gens ont arrêté de prendre les transports en commun, ont pris le vélo, beaucoup de vélos se sont vendus, et en 1 an de pandémie, il disait tout à l'heure à la radio, en 1 an de pandémie, ils ont gagné le chiffre d'affaires permettant de fonctionner pendant 10 ans. En 1 an, ils ont gagné 10 ans de chiffre d'affaires pour faire tourner l'entreprise et payer les salaires. 10 ans en 1 an. Vous voyez comment c'est? C'est énorme. C'est complètement indirect parce qu'ils ne sont pas en télétravail, hein. Ils sont à l'usine, eux. Et le télétravail a généré ça. Donc c'est très variable. Par exemple, si on prend les avocats ont eu beaucoup plus de travail parce que et ils pouvaient le faire en télétravail. Hein. Je travaille avec beaucoup d'avocats et ils font beaucoup de télétravail maintenant. Et ils ont dû gérer des chartes de télétravail pour les entreprises. Donc on leur a demandé de faire des tâches nouvelles qu'ils ne faisaient pas avant. Il a fallu être à jour de la législation qui a évolué très régulièrement pendant cette période-là. Donc, ils ont fait beaucoup plus de travail. Il y a comme ça des métiers qui ont augmenté. Les experts comptables, ils ont dû travailler plus avec les changements d'indemnité, avec le chômage partiel, etc. Donc, il y a des métiers chez qui ça a généré beaucoup plus de travail et puis des métiers où ça n'a pas forcément généré plus de travail. Sans compter, par exemple, les magasins qui sont fermés ou les restaurants fermés, qui, eux, sont sans activité. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que c'est tout ce qu'il y a pour les questions. Vous n'avez pas d'autres questions? Mehdi, Nour et Majda. Donc, merci beaucoup pour votre présentation, monsieur, et pour notre échange. C'était vraiment très riche en termes de nos attentes et ceci nous a permis de mieux explorer la controverse dans ce sujet. Donc, merci beaucoup et au plaisir de vous voir. Avec plaisir. Et donc, je mettrai l'enregistrement sur mon site pour que vous ayez accès ou sur YouTube à ce moment-là pour que vous puissiez diffuser auprès de vos camarades. D'accord. Et vous allez m'envoyer le lien? Je vous envoie le lien. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez en accès réservé sur mon site ou en accès sur YouTube? Bon, personnellement, je préfère YouTube. Non, mais YouTube. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée à vous également. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur.